INA Podcast. La case de l'oncle Tom ou Scène de la vie des nègres en Amérique par Harriet Beecher Stowe. Adaptation radiophonique Roger Pilaudin. Aujourd'hui, 3e émission, Jim et les chasseurs d'esclaves. Avec le concours de Nathalie Nerval, Maurice Gauthier, Marcel André, Pierre Palot, Jean Péméja, Pierre Olivier, Jacques Hilling, Claude Harlet, Marcel Lupovici, Raymond, Jean Gras, Diafara et des Fortins, Lydia Evandé. Réalisation, Henri Soubeyran. Quelques jours après la fuite d'Elisa et de son enfant, recueillis comme on l'a vu par le courageux Van Trump, nous voici devant la porte d'une petite auberge de campagne dans le Kentucky, au moment où un homme trapu, mis avec soin, entre. Salut, étranger. Comment va? Bien, je vous remercie. Quelle nouvelle? Rien de neuf. Vous chiquez? Ah non, merci, non, ça me fait mal. Si monsieur est fragile, tant pis. Monsieur vient chasser le nègre. Quel nègre? Vous n'avez pas vu l'affiche? Ah non, Il y aura du sport. Et là, sous votre nez, s'est enfui de la maison du sous-signé l'esclave mulâtre Jim. Taille de 6 pieds, teint presque blanc, cheveux bruns bouclés, intelligent. Parle bien, sait lire et écrire. Il essaiera probablement de se faire passer pour un blanc. Profonde cicatrice sur le dos et les épaules. La main droite a été marquée au feu de la lettre H. $400 à qui le ramènera vivant. Même récompense sur preuve justificative qu'il a été tué. Signé Harris. Qu'est-ce que vous en dites? Tiens, je crache dessus. C'est tout le coq j'en fais pour Padgett, qu'est-ce qui te prend? Tu t'es fait Yankee sur tes vieux jours? Je cracherai de même à la figure de ce Harris, s'il était ici. Oui. Je vous approuve entièrement, monsieur. Quoi? Mais parfaitement. Et quoi? Un homme qui possède un esclave de cette qualité et qui le traite aussi mal, il mérite de le perdre. Voilà mon opinion. Et des affiches comme celle-là sont une honte pour le Kentucky. Doucement, Yankee, Vous ne me ferez pas taire? Ah bah non. Et vous en avez, vous, des esclaves? Oui, monsieur. Je sais de quoi je parle. J'ai mon troupeau d'esclaves et j'ai pour habitude de leur dire « Fuyez, partez, décampez quand il vous plaira. Je ne m'aviserai certes pas de vous courir après. » Oui, vous pouvez ricaner. Mais c'est pourtant de cette façon-là que je les garde. Madame, dites à quelqu'un qu'il est libre de s'en aller quand il veut. Cela lui en ôte l'envie. J'ai même leur papier d'affranchissement tout prêt, au cas qui voudrait partir. Je vous le jure, à 10 000 autour de chez moi, il n'y a pas un homme qui tire meilleure partie de ces nègres. Traitez les esclaves comme des chiens, ils se conduiront comme des chiens. Traitez-les comme des hommes, ils agiront comme des hommes. Vous avez raison, monsieur. D'autant plus que l'esclave, dont on donne ici le signalement, est un individu remarquable. Oh, mais oui. Il a travaillé pour moi dans ma fabrique de sacs. Je m'appelle Wilson. C'était mon meilleur ouvrier, et de plus un homme ingénieux. Figurez-vous qu'il avait inventé une machine pour tiller le chanvre. On s'en sert maintenant dans plusieurs fabriques, car naturellement, c'est son maître qui possède le brevet. Bien sûr. Et il fait son beurre avec. Pourquoi pas? Et c'est cet homme-là qui a marqué au feu la main de son esclave. Si ces esclaves intelligents n'étaient pas une source de tracas, on serait pas obligé de les tenir sévèrement et de les marquer. C'est-à-dire que Dieu en fait des hommes et que vous faites tout pour en faire des bêtes. Mais non, ceux-là ne cherchent qu'une chose, vous éclipser, faire les marioles. Quand il m'est arrivé d'en avoir un de ces énergumènes,
Je me suis empressé de le vendre de l'autre côté de la rivière. Mais pourquoi ne les avez-vous pas fait tuer, hein? Vous auriez été tout à fait rassuré. Encore des étrangers. Un Espagnol. Oh, décidément. Messieurs, je voudrais une chambre. Oui, monsieur... Henry Butler, d'Auckland, comté de Shelby. Sam, apporte les bagages. Oui, maître. Je vous prierai de me montrer ma chambre sans plus tarder. Bien, monsieur. J'ai quelques lettres à faire. Qu'est-ce que c'est, cette affiche? Un nègre en fuite, monsieur. Ah. Mulâtre, Jim, presque blanc, brun bouclé, $400. Sam, n'avons-nous pas rencontré, près de Barnan, je crois, un garçon qui ressemblait à cela? En effet, monsieur. Seulement, j'ai pas remarqué la main. Ma foi, moi non plus. Si monsieur veut bien patienter quelques instants, le temps que je fasse préparer sa chambre... Bien. Vous avez vu cet homme? Où ça? Une impression. Il me semble que ce pourrait être lui. Oui, mais où? Du côté de Barnan. Tu es sûr, Sam? Oui, monsieur, sûr. Alors vous avez entendu, vous autres? Allez, Monsieur Wilson, je vous demande pardon. Je ne vous remettais pas tout d'abord. Il me semblait bien à moi aussi que... Je vois que vous m'avez reconnu. Monsieur Butler, d'Auckland. Oui, monsieur Butler. J'aimerais avoir quelques instants d'entretien avec vous dans ma chambre, monsieur Wilson, si vous le voulez bien. Je vous suis, monsieur Butler. Monsieur Wilson, regardez-moi bien à présent. Me reconnaissez-vous? Jim Harris. Oui, c'est moi, monsieur Wilson. Une décoction de noix verte a donné à ma figure une belle nuance brune, et j'ai réussi à lisser mes cheveux non sans mal. De cette façon, je ne suis plus du tout conforme au signalement. N'ai-je pas l'air d'un véritable Espagnol? Jim, vous jouez un jeu dangereux. J'en prends la responsabilité, monsieur Wilson. Vous me voyez bien affligé. Affligé? De quoi donc? Mais de vous voir en opposition ouverte avec les lois de votre pays. Mon pays. Je n'ai d'autre pays que la mort. Ah, Jim, ne parlez pas ainsi. Je ne veux pas défendre votre maître. Je sais qu'il s'est mal conduit avec vous. Mais l'ange contraignit Agar à retourner chez Sarah et à ployer sous sa main. De même, l'apôtre renvoya Onésime à son maître. Ah non, ne citez pas la Bible, monsieur Wilson. Surtout pas. Si votre Dieu Tout-Puissant existe, je lui soumets mon cas. Ai-je tort de vouloir être libre? Bien sûr que non, Jim. Bien sûr que non. Mais vous vous mettez dans une bien fâcheuse position. Ne devons-nous pas nous soumettre aux volontés de la Providence? Dites, monsieur Wilson, si les Indiens vous amenaient prisonnier, s'ils vous arrachaient à votre femme et à vos enfants, s'ils vous obligeaient à moudre leurs grains toute votre vie, penseriez-vous que c'est votre devoir de vous laisser faire et de leur obéir? Mais si vous êtes pris, malheureux, vous serez plus misérable que jamais. On vous accablera de mauvais traitements, on vous rouera de coups, on vous enverra même dans le sud. Je sais tout cela, monsieur Wilson. Je cours la chance. Je n'irai jamais dans le sud. Si on en vient là, je saurais bien me conquérir au moins 6 pieds de sol libre. Le premier et le dernier morceau de terre que j'aurais jamais eu dans le Kentucky. Jim, vous m'effrayez. Brisez les lois de votre pays. Encore mon pays. Vous, monsieur Wilson, vous avez un pays. Mais moi, pour moi et ceux qui me ressemblent, esclaves, fils d'esclaves, quelle loi y a-t-il pour nous? Est-ce nous qui les faisons? Nous qui les votons? Voyons, monsieur Wilson, regardez-moi. Ne suis-je pas un homme comme vous? Mais oui. Regardez mon visage, mais même mon corps. En quoi suis-je différent de vous? Écoutez, monsieur Wilson. J'ai eu pour père un de vos messieurs du Kentucky. Il n'a jamais daigné s'occuper de moi, bien sûr.
Qu'a-t-il fait, ce beau gentleman du Kentucky? Il m'a laissé vendre, avec ses chiens et ses chevaux. J'ai vu ma mère et 7 enfants vendus à Lancan chez le shérif, devant les yeux du gentleman du Kentucky. Un à un vendus à 7 maîtres différents. J'étais le plus jeune. Écoutez, monsieur Wilson. Oui, mon ami. Ma mère s'agenouilla devant le maître qui voulait m'acheter. Elle le supplia de l'acheter avec moi pour qu'elle puisse avoir au moins un de ses enfants. Il la repoussa d'un coup de botte. Oui. Le dernier souvenir que j'ai gardé de ma mère, c'est le bruit de ses cris et de ses sanglots quand on m'attacha au cou d'un cheval qui allait m'emporter loin d'elle. Ce n'est pas tout, monsieur Wilson. Oui, je vous écoute. Écoutez, j'avais une sœur, bonne, pieuse, belle, aussi belle que ma pauvre mère l'avait été. Mon maître s'arrangea avec un des acheteurs pour la lui racheter. D'abord, je fus heureux de l'avoir avec moi. Mais je dus bientôt déchanter. On m'obligea à la regarder fouetter. Et savez-vous pourquoi on l'a fouettée, monsieur? Parce qu'elle refusait de coucher avec son maître. Oui. Vos lois ne permettent pas à une fille esclave de refuser de coucher avec son maître. Et son maître la livra à un marchand de la Nouvelle-Orléans. Vous devinez dans quel genre d'établissement? Oui. Je n'ai jamais plus entendu parler d'elle. C'est affreux. Ni père, ni mère, ni sœur, ni ami. Un chien. Et comment un chien, le fouet, les insultes, la faim. Ceci, jusqu'au jour où je suis entré dans votre fabrique. Vous, monsieur Wilson, vous m'avez traité avec douceur. Vous m'avez encouragé à bien faire, à travailler, à lire, à écrire. Dieu sait combien je vous en suis reconnaissant. C'est à cette époque que j'ai rencontré Elisa. Quand j'ai senti qu'elle m'aimait, quand je l'ai épousée, je me suis enfin cru heureux. Mais voilà mon maître qui vient m'arracher à mon travail, à mes amis, à ceux que j'aime, et qui me rejette dans la boue. Et pourquoi? Parce que j'ai oublié qui je suis, et qu'il veut m'apprendre que je ne suis qu'un esclave. Et à la fin de tout, il se met entre ma femme et moi. Et il veut que je l'abandonne et que j'en prenne une autre. Oui, bien et sûr. tout cela, vos lois permettent de le faire. Et hélas. Vos lois permettent qu'on batte ma mère à coups de botte. Vos lois permettent qu'on mette ma sœur dans un bordel. Vos lois permettent qu'on donne à ma femme un autre époux, qu'on m'arrache à ma femme et qu'on me jette dans les bras d'une autre. Appelez-vous ces lois les lois de mon pays? Monsieur, je n'ai pas de pays, pas plus que je n'ai de père. Et ces lois ne sont pas mes lois. Monsieur Wilson, je combattrai pour ma liberté jusqu'à mon dernier souffle, car je suis un désespéré. Vous dites que vos pères ont fait cela. S'ils ont eu raison, j'aurai raison moi aussi. Au moins, soyez prudent, Jim. Pensez à votre femme. Où est-elle à présent? Dieu seul le sait. Elle a pour guide l'étoile du Nord. Elle est partie de chez les Shelby? Les meilleures familles contractent des dettes. Et les lois de votre pays permettent encore d'arracher un enfant à sa mère pour payer les dettes du maître. Bon, vous avez peut-être raison, je ne veux plus discuter là-dessus. Vous avez de l'argent? Je pense en avoir assez pour aller jusqu'au bout de ma route. Tenez, prenez ça. Non, monsieur Wilson. Alors, faites ce que je vous dis. À la condition que je vous le rende un jour. Prenez. Là. Et ce nègre avec vous, qui est-ce? Il était au Canada depuis 1 an. Et puis il a appris que son ancien maître, pour se venger de lui, torturait sa vieille mère. Il est revenu pour la secourir et l'enlever. C'est lui qui me conduit jusqu'à l'Ohio pour me faire connaître les amis qui l'ont secouru. Des Quakers. Vous avez singulièrement changé, Jim. Vous agissez, vous parlez maintenant comme un autre homme. C'est que, voyez-vous, monsieur Wilson, je suis déjà un autre homme. Presque un homme libre. En vérité, votre audace me confond. Être venu ici, à la plus proche taverne, plein de chasseurs d'esclaves. Justement, ils n'auront pas l'idée de me chercher ici. D'ailleurs, vous-même ne m'auriez pas reconnu. Et pour qu'ils me reconnaissent, eux, encore faudrait-il qu'ils puissent voir ce qu'il y a sous ce gant. Regardez. Oh, quelle horreur. Ce sont les adieux au fer rouge de monsieur Harris. C'est particulier, n'est-ce pas? Allons, cher monsieur. Demain soir, j'espère dormir en sécurité sur la rive de l'Ohio. Et dans quelques jours, pouvoir gagner le Canada. Sinon... Ayez confiance en Dieu, Jim.
Dieu? Y a-t-il un Dieu pour nous? J'en doute, monsieur Wilson. Eh bien, Elisa, maintenant que tu t'es habituée à notre petite colonie de Quakers, comptes-tu toujours passer au Canada? Oui, madame. N'es-tu pas bien avec nous? Oh si, vous avez tous été très bons pour moi. Vous, madame Halliday, votre mari, vos amis. Mais je ne peux pas abuser plus longtemps de votre hospitalité. Ce n'est pas la question, mon enfant. Que feras-tu là-bas? Et j'espère trouver quelque ouvrage. Tu sais que tu peux rester ici aussi longtemps que tu voudras. Merci, madame Halliday. Mais il faut que je parte. Pourquoi donc? Mais qu'est-ce qui te presse? Je ne peux pas dormir la nuit. La nuit dernière encore, je rêvais que je voyais cet homme entrer chez vous. Pauvre enfant, il ne faut pas t'inquiéter ainsi. Dieu a voulu qu'aucun fugitif n'ait encore été arraché de notre village. Ils n'ont jamais encore osé s'attaquer aux Quakers. Tiens, voici Siméon. Comment vas-tu, mère? Merci, Siméon, ça va bien. Quelle nouvelle? Des amis arriveront ici cette nuit. Vraiment? Elisa, tu m'as bien dit que tu te nommais Harris. Oui. J'ai des nouvelles à t'apprendre. Non, ne crains rien, ce sont de bonnes nouvelles. Des amis ont trouvé une vieille femme et 2 hommes. L'un d'eux se nomme Jim Harris. Jim? D'après ce que tu nous as raconté de son histoire, je suis sûr que c'est lui. Jim! Il arrivera ici cette nuit. Oui, Elisa, je te le jure. Maintenant, je vais oublier le passé. Je vais réapprendre à être bon. Quand nous serons au Canada, je t'aiderai à vivre. Je sais coudre, repasser, blanchir le linge fin. Ma femme, mon enfant. Enfin, je puis dire ma femme, mon enfant. Oh, Elisa, s'il savait quel bonheur c'est pour un homme de sentir que sa femme et son enfant sont à lui. Il me semble que je n'aurai rien de plus à demander. Nous ne sommes pas encore au Canada, Jim. Mais il me semble que je respire déjà l'air libre. Jim. Oui? Voici notre ami Phineas. Il a découvert quelque chose d'important pour toi et les tiens. Ah. Écoute-le. Oui, c'est important, je crois. Voici, la nuit dernière, je me suis arrêté dans une petite taverne solitaire, de l'autre côté de la route. Tu te rappelles, Siméon, cet endroit où l'an dernier nous avons vendu des pommes à une grosse femme qui avait des boucles d'oreilles, hein? Je me suis donc étendu là dans un coin sur une pile de sacs. Et qu'est-ce qui arrive? Je m'endors. Bon, je me réveille un peu plus tard. Il y avait le mot Quaker qui m'avait chatouillé l'oreille. Des hommes étaient assis pas loin de moi, autour d'une table, à boire et à causer. Ce sont les Quakers, que l'un d'eux dit. Alors là, j'écoutais des 2 oreilles. Au fait, Phineas, au fait. Ben, j'y arrive, Siméon, j'y arrive. C'était de nous autres que ces gens parlaient. Ils disaient que ceux qu'ils cherchaient se trouvaient chez les Quakers. Que Jim devrait être renvoyé chez son maître, dans le Kentucky, pour qu'on en fît un exemple capable de terrifier à jamais les nègres qui voudraient fuir. Qu'Elisa serait vendue à la Nouvelle-Orléans. Ils espéraient même en tirer 16 à 1800 $. Quant à l'enfant, il devrait être rendu à un marchand qu'il recherchait. Enfin, Sam et sa vieille mère seraient renvoyés à leur maître. Voilà. Ils savaient aussi le chemin que nous devons prendre. Et ils se sont comptés 7 à 8 pour nous poursuivre. Mon Dieu, Jim! Je sais que quand nous partirons, je n'oublierai pas mes pistolets. Souhaitons qu'on n'en vienne pas là. Monsieur Hallyday, prêtez-moi seulement votre voiture et indiquez-nous la route. Je conduirai. Très bien, bats-toi, c'est ton affaire. Mais il y a dans cette route 2 ou 3 choses que tu ne connais pas. Mais je ne veux pas vous compromettre. Compromettre? Mais qu'est-ce que c'est que ça, compromettre? Ah ben, je voudrais bien voir qu'on me compromette. Oh, Phineas est habile. Tu peux t'en rapporter à lui, Jim. Et ne fais pas trop vite usage de tes pistolets. Je n'attaquerai pas. Tout ce que je demande à ce pays, c'est qu'il me laisse. J'en veux sortir paisiblement. Mais avant de me laisser prendre ma femme et mon fils, je combattrai jusqu'au dernier soupir. M'en blâmerez-vous? Aucun homme ne peut te blâmer.
Ne faut-il pas nous hâter, Phineas? S'ils ont suivi leur plan, j'ai sur eux 2 ou 3 heures d'avance. Mais il ne serait pas prudent de partir avant la chute du jour. Bon. Nous pourrons nous risquer dans 2 heures. Préparez-vous. Bien. Je vais passer chez Michael Cross et lui demander de nous suivre sur son cheval. S'il y a quelque danger, il nous préviendra. C'est un petit cheval qui va bien. Faites préparer Sam et sa mère, la pauvre vieille. Enfin, nous avons des chances d'atteindre notre première station avant d'être attaqués. Bon. Allons, à tout à l'heure. Et du courage, Jim. Et toi aussi, Elisa. Oui. Que Dieu ait pitié de nous. S'il voulait seulement nous permettre de sortir de ce pays. Phineas fera tout pour vous. Allez, ce n'est pas la première fois. Alors, vous partirez dans 2 heures. Jim. Oui? Viens ici. Je veux te lire... Monsieur Halliday, c'est inutile. Comment inutile? La Bible inutile? C'est une parole rude à l'oreille d'un Quaker, sais-tu, Jim? Eux aussi disent que la Bible est pour eux. Dieu est-il de leur côté? Voit-il vraiment ce qu'ils font? Comment permet-il que de pareilles choses arrivent? Ami Jim, écoute ce psaume, il te fera du bien. Asseyez-vous tous les deux. Écoutez. Pour moi, mes pieds m'ont presque manqué, j'ai failli tomber en marchant. Parce que j'ai eu de vaines pensées en voyant la prospérité des méchants. Ils ne participent point aux travaux et aux misères des autres hommes. C'est pourquoi l'orgueil les entoure comme une chaîne. La violence les couvre comme un vêtement. Leurs yeux sont remplis d'insolence, et ils ont plus que leur cœur ne peut désirer. Et ils sont corrompus et ils tiennent de méchants discours au sujet de la servitude. Leurs discours sont superbes. C'est pourquoi le peuple, se retournant et voyant la coupe pleine, se dit « Dieu voit-il? Y a-t-il quelque savoir dans le Très-Haut » N'est-ce pas ainsi que tu penses, Jim? Oui. Écoute donc encore. Quand j'eus ces pensées, elles me furent amères, mais j'entrai dans le sanctuaire de Dieu et je compris. Seigneur, tu les as placés dans des endroits glissants, tu les as précipités vers la destruction. Comme le rêve d'un homme qui s'éveille, ô Dieu, en te réveillant, tu briseras leur image. Cependant, je suis continuellement avec toi et tu m'as tenu par la main droite. Tu me guideras par tes conseils et tu me recevras dans ta gloire. Il est bon que je m'attache à mon Dieu. J'ai mis mon espérance dans le Seigneur Dieu. Allez vite, tout le monde en voiture. Sam, installe ta mère dans le fond avec Elisa et le petit. Prenez ces peaux de buffle et ces bas de laine pour le petit. Merci Madame Halliday. Merci. Sam, as-tu tes pistolets? Ici, sous ma veste. Adieu, mes amis, et bonne chance. Allez, en route! Ita-oh! Tout le monde va bien derrière, pas trop de chaos? Ça va, monsieur Phineas. C'est que le siège n'est pas trop rembourré, et le chemin est épouvantable. Nous avons déjà fait un bon bout de chemin, Phineas. Ça va. Et le petit? Il dort. Et ta mère, Sam? Elle s'est endormie elle aussi, monsieur Phineas. Ah ben, tant mieux. Allez, roulez! Go! Jim, tu dors? Non. Regarde derrière. Tu ne vois rien? Si, un cheval. Ça doit être Michael. Oh, oh! Oui, c'est bien lui. Phineas, ils sont derrière moi. 5 ou 6, sous comme des bourriques, et armés jusqu'aux dents. Recevons-les comme ils le méritent. Un instant. Si tu veux te battre, attends que je te choisisse un endroit convenable. Ici, nous serions tous massacrés avant d'avoir pu tirer un seul coup de feu. Au galop! Hulot! Je vous suis! Nous y sommes. Allez vite, tous à terre. Dépêchez-vous.
Passez cette haie, là, à droite, et escaladez-moi en vitesse ces rochers. Prends la voiture et cours chez Amoria chercher du renfort. Ce n'est pas loin, à peine 2000 d'ici. D'accord, Phineas. Par ici. Par ici. Elisa, donne-moi le petit. Et donne, je te dis. Grimpez, grimpez. Si vous avez jamais su courir, c'est le moment de le montrer. Jim et Sam, ça va? Vous aidez la mère? Oui, ça va, Phineas. Ne vous arrêtez pas. Continuez d'escalader. Quand vous arriverez en haut du pic, vous serez à l'abri. Les voici. Les voici. Pas d'affolement, Jim. Il y a cette pente entre eux et nous maintenant. Là, nous sommes arrivés. Regardez derrière vous. Ils nous attrapent s'ils peuvent. En tout cas, ils vont être obligés de se faufiler entre ces rochers, à la portée de nos pistolets. Phineas, tout ceci est une affaire qui ne vous concerne pas. Laissez-nous combattre seuls. Vous avez déjà couru de grands risques pour nous. Jim, si tu veux être seul à te battre à ton aise. Mais tu me permettras bien de regarder, non? Oh, écoutez-les en bas qui délibèrent. Ils ne doivent pas trop savoir quoi faire. Hé, tas de lapins, vous êtes pris. Rendez-vous. Jim, dis-leur donc poliment que nous les attendons et que nous allons leur tirer dessus. Hé, négro, rendez-vous. Qui êtes-vous, messieurs? Et que voulez-vous? Nous voulons reprendre un troupeau de nègres en fuite. Vous entendez? Je vous entends, mais je vous préviens que le troupeau est armé. Es-tu Jim Harris, appartenant à M. Harris du comté de Shelby dans le Kentucky? Je suis Jim Harris, en effet. M. Harris du Kentucky prétend que je suis à lui. Il se trompe. Maintenant, je suis un homme libre. Ne fais pas le malin, Jim Harris. Il va t'en cuire, négro. C'est que je ne suis pas seul ici. Et nous avons des armes pour nous défendre. Ce que tu as de mieux à faire, c'est de te rendre, négro. C'est que j'ai l'intention de me battre, monsieur. Tôt ou tard, il faudra que vous vous rendiez. Tôt ou tard, il se pourrait que vous mouriez. Tu nous menaces, négro. Tu menaces la loi. Je sais que vous avez la loi pour vous, mais nous avons pour nous un certain nombre de rochers. Ils ne nous arrêteront pas, et tu paieras cher ton audace. Montez donc si vous voulez. Mais le premier qui se montre est un homme mort. Oh, nous sommes plus nombreux que tu crois. Le second aussi est un homme mort, et le troisième, et ainsi de suite, et jusqu'au dernier. En avant! Suis aux nègres! Tâchons de les prendre vivants. Jamais vous ne nous aurez vivants. Nous combattrons jusqu'à la mort. Jim! Oh, mets-toi donc à l'abri, Jim, au lieu de faire des discours. Ce n'est rien. Il monte. Attention, Sam. Surveillons bien le passage. Le premier qui se montre est pour moi. Tu prends le second. Ne gaspillons pas les balles. Et si tu rates le premier? Sois tranquille, je ne le raterai pas. En avant! En avant! Qui a peur de nègres? Suivez-moi! Voici le premier. Oh, tu l'as eu. Maudit nègre. Ils ont tué Locker. Ils ont tué Locker. Démon! Camarade, Tom Locker est tombé. Faites le tour et allez le chercher dans le ravin où il roule. Il est peut-être pas mort. Moi, je vais chercher du renfort. Pas très courageux, le chasseur de nègres. Le voilà qui décampe. Il dégringole la pente presque aussi vite que son ami Locker. Tirons un peu pour leur fiche la frousse. Croyez-vous qu'il soit mort, ce Locker, monsieur Phineas? Il n'aurait que ce qu'il mérite. Je crois qu'il l'abandonne. Oui, il l'abandonne. Et ils enfourchent leurs chevaux. Michael ne devrait pas tarder. Descendons. Ils sont partis. Monsieur Phineas, faisons quelque chose pour ce pauvre malheureux. Ils l'ont abandonné et il gémit si fort. Ma foi, nous le ferons soigner par les Quakers. Je ne m'y oppose pas. La voiture. Voici Michael. Voici Michael. Sauvés. Nous sommes sauvés. Ici, changement de décor. Nous sommes dans une charmante petite maison du faubourg de Montréal. C'est le soir. Dans un coin de la chambre, une table couverte d'un tapis, des plumes, du papier. Au-dessus, des rayons de livres. 5 années ont passé. Depuis 5 ans, Jim et Elisa sont libres.
Jim travaille chez un mécanicien et gagne largement la vie de sa famille, qui s'est accrue d'une fille. Le petit coin dont nous parlions est le cabinet de travail de Jim. Ce goût de s'instruire qui le poussa à dérober le secret de la lecture et de l'écriture au milieu des peines et des découragements de son enfance, ce goût le pousse à apprendre toujours plus. Les sentiments et les idées de Jim, après cette nouvelle éducation, ne sauraient être mieux exprimés que dans cette lettre qu'il adresse à un de ses amis. À un de ses amis? Ou à l'histoire? Au sujet de mon avenir, je suis bien embarrassé. Certes, je pourrais me mêler au blanc comme vous me le conseillez. Ma teinte est si légère, celle de ma femme et de mes enfants encore plus. Oui, je le pourrais. Mais pour vous dire le vrai, je n'en ai pas trop envie. Mes sympathies ne vont plus à la race de mon père, mais toutes vont à celle de ma mère. Pour mon père, je ne fus jamais qu'un beau chien ou un beau cheval. Mais pour ma mère, j'étais un enfant. Quand je songe à tout ce qu'elle a souffert, à ses luttes et à ses angoisses, jusqu'au jour de cette vente où nous nous vîmes dispersés sur ce marché de la Nouvelle-Orléans, on me pardonnera de dire que je n'ai pas un très grand désir de passer pour un Américain, et même de me mêler aux Américains. Non, c'est à la race noire que je m'identifie. Si je me souhaitais quelque chose, je me souhaiterais plutôt 2 degrés de plus dans les teintes brunes qu'1 degré de plus dans les teintes blanches. Le vœu, le désir de mon âme, c'est de fonder une nationalité africaine. Je veux un peuple qui ait une existence séparée, indépendante. Où sera la patrie de ce peuple? C'est là la question. Où aller? Je rêve d'une république sur la côte d'Afrique. Une république composée d'hommes qui, formés par l'instruction qu'ils se sont donnée à eux-mêmes et par leur énergie, se sont individuellement élevés au-dessus de leurs primitives conditions d'esclaves. Voilà où je veux aller. Voilà le peuple dont je veux être. Je veux aller à Libéria. Je sais que dans la bouche de nos adversaires, cette Libéria a fourni toutes sortes d'arguments contre nous. On en a fait des portraits fantaisistes pour retarder l'heure de notre émancipation. Mais aujourd'hui, une nation se crée en un jour. Aujourd'hui, une nation jaillit du sol et trouve résolus à l'avance tous les problèmes de la vie sociale et républicaine. Réunissons donc tous ensemble nos efforts et voyons ce que nous pourrons faire de cette entreprise nouvelle. Il faut songer aussi que le continent tout entier de l'Afrique s'étend devant nous et devant nos enfants. Direz-vous que je déserte la cause de mes frères? Non. Si je les oublie un jour, 1 heure de ma vie, que Dieu m'oublie à son tour. Mais que puis-je faire pour eux ici? Comme individu, je suis impuissant. Mais laissez-moi faire partie d'une nation. Laissez-moi avoir voix dans les conseils d'un peuple. Alors, je parlerai. Une nation a le droit de demander, de discuter, de plaider, d'exiger. Ce droit, un individu ne l'a pas. Et si jamais l'Europe devient une grande fédération, si elle abolit le servage, les inégalités sociales, si elle reconnaît comme la France et l'Angleterre notre position, alors nous porterons notre appel devant le Congrès des Nations et nous plaiderons la cause de notre race vaincue et enchaînée. Et alors, il ne sera pas possible que l'intelligente et libre Amérique ne veuille pas effacer de son écusson cette barre sinistre qui la dégrade parmi les nations et qui est une malédiction aussi bien pour elle que pour ses esclaves. Vous me direz que je suis un enthousiaste, un idéaliste, que je n'ai pas assez réfléchi à ce que j'entreprends. Au contraire, j'ai pesé et calculé. Je ne vais pas à Libéria comme à un Élysée romanesque, mais comme à un champ de travail. Et je travaillerai des 2 mains. Je travaillerai dur malgré les difficultés et malgré les
Dans la série des émissions consacrées par Roger Pilaudin au 100e anniversaire de la proclamation par le président Lincoln de la liberté des esclaves dans les États du Sud en rébellion, vous avez pu entendre La case de l'oncle Tom ou Scène de la vie des nègres en Amérique par Harriet Beecher Stowe, adaptation radiophonique de Roger Pilaudin. Aujourd'hui, 3e émission, Jim et les chasseurs d'esclaves, avec le concours de Nathalie Nerval, Maurice Gauthier, Marcel André, Pierre Palot, Jean Péméja, Pierre Olivier, Jacques Hilling, Claude Harlet, Marcel Lupovici, Raymond, Jean Gras, Diafara, Édé Fortin, Lydia Evandé. Chef opérateur du son, Jean-Just Forgue. Collaboration technique, Claude Oberlé. Assistante de réalisation, Suzanne David. Réalisation, Henri Soubéran.